Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le président d'Ayen, Mathieu Aymon. Avant qu'il nous présente les trois livres qui l'ont marqué, que nous ayons un entretien, je vais vous présenter aujourd'hui ce livre qui est, on va dire, dans le champ des intérêts de Mathieu Aymon, Histoire incorrecte de Rome, que je conseille à tout le monde. C'est vraiment par un féru d'histoire qui a écrit maints bouquins sur Rome, Giusto Trena, et c'est vraiment en ironie il traverse l'histoire romaine de manière vraiment super intéressante, et je le conseille à tout le monde. Vous ne vous ennuierez dans aucune des pages, avec des historiettes et des anecdotes sur l'histoire de Rome absolument fantastique. Alors, pourquoi je prends ce livre aujourd'hui? Parce qu'avant de parler peut-être un peu politique, etc., Mathieu Aymon, il a un parcours qui, on va dire, un peu insolite par rapport à d'autres hommes politiques. Alors, j'ai envie de me demander, donc tu as une formation littéraire en histoire et en archéologie, aujourd'hui, tu as une activité principale qui est celle politique à la tête d'Ayen. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir à la fin de ton cycle de maturité l'histoire et l'archéologie, dans la mesure où on sait que c'est assez difficile ensuite d'envisager une carrière professionnelle et que souvent on a une tendance à vouloir restreindre certains champs de savoir à nos enfants, parce qu'on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il va faire avec de l'archéologie ou de l'histoire ?» Est-ce qu'au moment où tu pénètres dans ce milieu universitaire, tu n'avais pas une tendance à réfréner peut-être cette passion? Enfin, toi, tu as fait exactement le contraire. Alors pourquoi avoir finalement osé faire de l'archéologie? Peut-être pour commencer, d'abord te remercier de l'invitation, et deuxièmement te dire que j'ai un parcours assez particulier, puisque avant de faire ma maturité gymnasiale, j'ai fait l'école de commerce de Sion, et après je suis parti à Genève pendant 2 ans pour être banquier privé chez Pictet. D'accord. Et c'est après mon expérience à la banque qui ne m'a pas du tout plu que je me suis, comment dire, revenu aux sources et à mes amours d'enfance, donc l'histoire et l'archéologie. Et après ça, j'ai fait la passerelle à Lausanne, les examens fédéraux pour pouvoir rentrer à l'université de Lausanne. Ah d'accord, ça c'est une chance qu'on a en Suisse de pouvoir faire des études universitaires à travers différentes passerelles, Exactement. etc. Et les jeunes, ils doivent le savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup qui, peut-être, le champ normal des études ne leur convient pas, cycle, etc. Et puis on a des possibilités magnifiques en Suisse dans ce sens-là. Puis alors, finalement, pourquoi est-ce que ces études d'archéologie, quand tu regardes en arrière, elles t'intéressaient à 7 ans, à 10 ans ou à 12 ans? Est-ce que tu lisais des livres d'histoire, etc.? Beaucoup de livres. C'est assez marrant que tu me poses la question, parce que j'ai la chance maintenant d'être président de commune, de revoir certains de mes anciens professeurs qui m'ont eu en primaire ou au cycle. Et pas plus tard que lundi, une de mes profs m'a dit « Ah, mais je me rappelle bien de toi parce que tu connaissais mieux le cours que moi. » Ah d'accord. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez naturel pour moi de m'orienter dans ces Alors, disciplines. souvent, enfin, je pose chaque fois la question, c'est le seul cadre finalement que j'ai dans cette discussion. C'est quoi les 3 livres que tu retiens, qui t'ont marqué, ou que tu conseilles parce que tu penses qu'après les avoir lus, on aura la certitude de ne pas avoir perdu notre temps? Alors peut-être pour commencer, mon roman préféré d'un auteur suisse, Albert Cohen, Belle du Seigneur. Ah, ça c'est un de mes 3 aussi, magnifique livre, hein. Ça me donne le frisson. Enfin, il y a des passages magnifiques. Et pourquoi, comment pitcher Belle du Seigneur finalement alors? C'est un livre qui est très intéressant parce que pour moi il y a une vision genrée. Si vous êtes un homme ou une femme, vous appréciez le livre assez différemment. Toutes les femmes à qui j'ai recommandé ce livre l'ont détesté, ont trouvé que c'était une vision horrible de l'amour. Ah bon? Et tous les hommes à qui je l'ai conseillé ont trouvé que c'était d'une justesse absolue. C'est un roman fleuve avec des longs passages parfois presque pénibles, mais qui mettent en exergue vraiment la critique d'Albert Cohen par rapport à l'amour passion en relation avec l'amour filial. Puis il y a cette scène absolument incroyable, sans ponctuation dans le bain, Ariane dans le bain, etc. Enfin, moi je retiens ça, etc. Puis aussi les 150 premières pages qui sont quand même
cette image du fonctionnaire qui met des piles de dossiers, qui reprend l'autre, etc. Et c'est pas du tout l'objet du livre d'ailleurs, en parenthèse, mais ça donne... Il y a quand même une critique sociale dans l'ouvrage par rapport à cette Société des Nations. Puis à cette, parce que lui, il travaillait d'ailleurs, je crois, à la Société des Nations, etc. Donc, Belle du Seigneur, nous recommandons tous les deux un livre absolument magique. Et puis le second, le deuxième je dirais le Père Goriot de Balzac, qui est un grand classique de la littérature. Et aussi voilà, ce jeune ambitieux Rastignac qui essaye de s'élever dans la société. Et puis aussi cette peinture de la société parisienne de la Restauration. Alors comme Belle du Seigneur, il faut passer sur les 150 premières pages. Balzac, il faut passer sur les 80 premières, avec cette description de la pension. Mais je crois que d'ailleurs c'est très bien écrit. Mais si on passe là-dessus, on a un magnifique roman de quoi social, hein, on peut dire un roman social, Balzac. Et le troisième alors un peu plus philosophique, qui est un classique aussi, ce n'est pas très original, mais le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui pose sa pensée sur l'absurde par cette ouverture magnifique sur le suicide comme question fondamentale de la philosophie. Alors c'est marrant, on ne se connaît pas spécialement et là on a des choix. J'aurais pu lire, noter ces trois livres. Probablement que j'aurais préféré La Chute au mythe de Sisyphe que j'ai lu plusieurs fois et alors je recommande avec Mathieu Aymon, je vous rappelle, Le Père Goriot, Le mythe de Sisyphe et le magnifique roman de Albert Cohen, Belle du Seigneur. Alors cela dit, qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie l'archéologie? C'est-à-dire qu'on sort d'études où on n'est finalement rien du tout au niveau de l'archéologie et on plonge là-dedans. C'est quoi le cursus d'études de celui qui veut devenir archéologue? La grande force, je dirais, de l'université de Lausanne, c'est le côté pratique de la discipline, ce qui fait qu'un quart des études se passent sur le terrain, en stage archéologique, que ce soit fouiller la terre en elle-même, fouiller des sites, de la prospection, des stages aussi en muséologie, en restauration. Et c'est aussi ce qui m'a attiré dans le cursus, c'était que la théorie était accompagnée de pratiques. Et finalement, je me suis quand même plus réorienté après vers l'histoire, disons, traditionnelle, parce que j'adorais l'exigence que demandait la discipline. J'essaye d'avoir une petite question pratique du monde politique réel et ça me fait penser, ce que tu es en train de dire, à l'intervention qu'il y a eu de Donald Trump sur les musées aux États-Unis en disant que le contenu, par exemple, du Smithsonian Institute devait être en quelque sorte contrôlé par le politique quant au contenu du musée, des expositions et des thèmes. C'est quoi ta réaction comme ça à chaud, puisque c'est arrivé très récemment, la semaine dernière? C'est toujours extrêmement intéressant comme question parce que la majorité des gens, quand on discute avec eux, voient les archives ou les artefacts anciens comme des choses inutiles. Pourtant, dès qu'il y a un changement on va dire, de l'ordre politique, les gens essayent de se réapproprier ces documents parce que c'est une source du savoir et finalement de pouvoir. Donc contrôler les archives ou contrôler les musées, c'est finalement contrôler aussi la pensée et le pouvoir politique. Et alors ta réaction par rapport à cette exigence en quelque sorte, parce qu'en fait il va également dans les universités en disant je veux contrôler les... Mais là je parle juste des musées, parce que là on est le contenu, donc on a un directeur de musée qui à un moment donné se dit je fais ce thème, ça peut être peut-être la colonisation ou j'en sais trop rien, et on a le pouvoir exécutif en quelque sorte qui vient à l'intérieur du pouvoir culturel expliquer que non, maintenant on va axer notre transmission de savoir, parce que c'est ça ce dont il s'agit, notre transmission de savoir vers les citoyens, de telle manière que ça complaise aux hommes politiques. Exactement, ça ne me surprend pas. Ce qui est intéressant à mettre en exergue, c'est le double discours de ces politiques d'extrême droite, d'un côté de critiquer la restriction de la liberté d'expression, de la liberté de pensée, et de l'autre côté de faire en fait exactement ce qu'ils reprochaient à leurs prédécesseurs. Puis alors, ta passion pour l'archéologie fait que tu fais une étape supplémentaire qui est, je pense qu'elle est encore actuelle, donc l'idée de faire une thèse de doctorat. Alors, déjà, avant de parler du contenu qui est très intéressant, mais pourquoi
vouloir continuer parce que finalement, tu as choisi une autre route et puis en même temps, simultanément, c'est un autre chemin. Pourquoi la thèse finalement? La question s'est effectivement posée et c'est aussi assez naturellement que j'ai eu envie de continuer. Ça m'a plu de faire de la recherche au niveau de mon master, du travail de mémoire qui est fourni. Hein, le sujet de mémoire, c'était quoi le sujet du mémoire de master? Un sujet très léger aussi, c'était les vagues de peste noire en Valais. Ah d'accord, d'accord. Donc ça c'est quoi, 15e, 16e siècle ou... Effectivement, je me suis intéressé aux vagues du 15e et du 16e siècle. Ah, d'accord. Et puis alors, donc tu décides de compléter ça, et puis pourquoi cette étape vers le doctorat au moment où tu prends une charge politique qui est... Alors c'était un peu avant, j'ai commencé ma thèse avant de devenir président. Je suis parti, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse de l'État du Valais, Valésiana pour chercheur prometteur. Et donc je suis parti à Paris pendant 9 mois, ça m'a permis de débuter ma thèse et puis aussi de fonder un réseau scientifique. Le sujet de ta thèse? Donc c'est les attitudes pieuses en Valais durant l'Ancien Régime, du XVIe au XVIIIe siècle. Je m'intéresse à la mort, à ces pratiques et aux attitudes des Valaisannes et des Valaisans de l'époque face à cette épreuve singulière qu'est la mort. Et je travaille sur un large corpus de sources notariales des testaments de l'époque. J'essaie de mettre en relation un petit peu ce qui se passe en Valais avec ce qui se passait ailleurs dans l'Europe. Puis alors, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, tu ne le fais pas dans le cadre de l'Université de Lausanne, mais dans le cadre de l'École des Chartes, très renommée, qui a suivi également, par exemple, notre, pas ministre de la Culture, mais notre chef de la culture valaisan que nous avons reçu ici. Et je vous recommande de voir le MPCM avec Alain Dubois. Donc, c'est l'École des Chartes. Comment tu as pu passer finalement de Lausanne à l'École des Chartes dans le cadre de ton travail de doctorant? Il faut tout d'abord savoir que l'École nationale des Chartes est une haute école française prestigieuse, comme l'ENA, comme l'était l'ENA pour l'administration ou l'École des mines pour l'ingénierie. La particularité de l'École nationale des Chartes, c'est qu'elle accueille très peu d'élèves par année, entre 20 et 25% cursus, on va dire traditionnel, qui est... c'est un concours d'entrée ou bien? Exactement. Qui laisse des surfroides à ses élèves pendant des années. Et pour moi, c'est toujours une école qui a eu une image d'excellence, notamment dans le domaine de la paléographie, donc de l'étude des écritures anciennes, des gens qui travaillent sur des sources et qui ont vraiment cette sensibilité, disons, métier avec le matériel historique. Et donc c'est assez naturellement que je me suis renseigné sur cette école, que j'ai trouvé un professeur, que j'ai discuté avec lui, qui a été emballé par mon projet de thèse. Et puis c'est comme ça finalement, de fil en aiguille, que je me suis retrouvé à Paris l'année dernière. Je sais qu'il y a des jeunes qui suivent cette émission, qui sont en voie de choisir peut-être des thèses de doctorat ou ça. Quelle est l'importance du choix du professeur? Et pourquoi finalement un professeur, dans un travail qui sera quand même éminemment personnel et qui fait que ensuite finalement la maîtrise du sujet de la thèse, ce ne sera pas tellement le professeur que toi-même? Pourquoi avoir finalement un mentor dans ce genre de travail alors que tu as acquis, on va dire, une certaine connaissance lettrée, historique, académique dans ce champ? Bien sûr, l'autorité, j'allais dire méthodologique ou d'expérience du professeur et ce qu'il incarne. Et de l'autre côté, c'est une aide et aussi un regard neutre sur un travail qui, comme tu le soulèves, est de longue durée, individuel. Et de longue durée. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est 3 à 5 ans une thèse généralement. Est-ce qu'il y a un échange constant ou bien par période? C'est par période. C'est aussi, j'ai la chance d'avoir un professeur qui me laisse aussi aller, j'allais dire, au feeling, donc à la sensibilité. Des fois je le contacte, des fois pendant de longues périodes, je n'ai pas l'occasion de discuter avec lui. Ici, tu es aussi dans une étude notariale, finalement, les testaments, tu as fait référence tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce premier temps de travail d'intéressant? On sait bien que le testament est lié à la mort, mais en réalité, c'est aussi fait par vivant, par définition. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant
dans le sujet qui rédige le testament par rapport à son regard vers la mort. Le testament, c'est un acte notarial qui est très particulier, puisqu'il prévoit pour un temps où la personne ne sera plus et parle du passé, c'est-à-dire de tout ce que la personne a accumulé dans sa vie et qu'elle va transmettre à ses héritiers ou bien des légataires particuliers. Et l'intérêt vraiment se trouve dans le fait que l'on apprend plus de choses sur la personne dans disons, des archives qui ne parlent rarement des gens. Mais finalement, ils parlent de leur passé dans ces testaments. D'une certaine manière, oui, parce que... Tu as un exemple là en tête Ils vont tout d'abord se situer, c'est-à-dire dire qui ils sont, s'ils ont des titres ou des charges, ou s'ils en ont effectué dans leur vie. Hein, c'est assez récent, assez courant, pardon, que l'on voit que des individus disent qu'ils ont été maîtral d'un lieu, président ou juge d'une région. Et après ça, ils parlent de leur patrimoine, donc de ce qu'ils ont acquis et ce qu'ils souhaitent léguer. C'est là aussi ce qui est intéressant, c'est que des fois on retrouve des testaments de petits-enfants, de testateurs, qui eux-mêmes ont les mêmes pratiques ou les mêmes rituels, ils demandent de célébrer des messes aux mêmes endroits et on voit se dessiner une pratique familiale dans la mort. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est intéressant, cette transcendance. Ouais. J'ai vu récemment un magnifique reportage, je pense que c'est sur Arte, sur un archéologue qui est en Égypte et qui à un moment donné découvre un de ces caveaux, enfin, et il dit ce qui est extraordinaire, qui pour moi me sensibilise énormément, c'est la découverte du nom. On nomme la personne qui est dans cette sépulture et en quelque sorte on lui restitue finalement la vie d'un certain côté. En tout cas, son nom pour lui, la nomination de son nom, le prononcé de son nom, la prononciation du nom, c'était pour lui très très important. Est-ce que tu as l'impression de participer à quelque chose de ça aussi lorsque tu vas à la recherche, parce que finalement il y a eu un notaire, il y a eu des gens qui ont signé, peut-être des témoins, je ne sais pas quelle était la procédure, il y avait en tous les cas un sujet qui a décidé à un moment donné d'écrire ce qu'il a dit quand il est à sa disposition de dernière volonté. C'est là aussi la force du testament, c'est que ce n'est pas seulement un nom, c'est un portrait qui est incomplet, mais c'est un portrait quand même. Donc, ça permet aussi de voir qui est cette personne et qui étaient ses proches, ses amis, sa famille. Et donc, de dessiner un tissu ou un cercle familial autour de la personne. Et oui, je comprends très bien la pensée de cet archéologue. Et est-ce qu'on voit par exemple des modifications testamentaires chez le même Decouyous, en quelque sorte, qui fait que tu dis tiens là il y a eu quelque chose dans sa vie qui a fait que tout d'un coup peut-être un testament a passé du noir au blanc ou l'inverse? J'ai pas d'exemple autant extrême, mais oui, il arrive d'avoir plusieurs versions d'un testament avec des modifications plus ou moins importantes selon les cas. J'ai un exemple qui me vient en tête parce que c'est la première partie de mon étude s'est intéressée à la paroisse des Volènes, qui a de très belles archives notariales, où d'ailleurs l'article va bientôt paraître chez Valésia. Je profite de faire un peu de publicité. Explique parce que je pense qu'il y a un tas de gens qui savent. Valésia est la revue des archives de l'État du Valais, et la revue historique qui est publiée en ligne chaque 2 ans normalement. D'accord. Et donc là, tu as fait un article spécifique sur la paroisse des Volènes dans le cadre de mon sujet de thèse. Et justement, on a typiquement l'exemple d'un Decouyous qui décide de substituer à ses héritiers l'hospice du Grand Saint-Bernard si ces derniers n'exécutent pas correctement ses dernières volontés. Ah, d'accord, ouais. Donc il y a des petites menaces comme ça qui sont disposées dans les actes pour encourager les... Alors, tu peux expliquer brièvement comment elles sont préservées, ces archives, ces testaments sur lesquels tu travailles? Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas d'uniformité comme on pourrait l'avoir maintenant avec une centralisation des archives notariales. Le Valais d'Ancien Régime est très éclaté, également dans la conservation de ces documents. C'est beaucoup plus simple pour la période médiévale, puisque le chapitre cathédrale de Sion conserve d'importants registres et minutes de différents notaires qui lèvent et instrumentent des testaments.
Mais pour l'Ancien Régime, c'est beaucoup plus éclatant. On retrouve dans les archives municipales des communes valaisannes, on retrouve aussi à l'État quelques documents un peu perdus. Et c'est à la fois la beauté et la complexité de ce travail. C'est que d'un côté, il faut vraiment chercher pour trouver des documents. Bien souvent, il n'y a pas d'index dans les minutes de notaire, donc il faut feuilleter chaque feuillet jusqu'à trouver un acte qui nous intéresse. Et de l'autre côté, ces documents sont vierges de toute étude, donc c'est aussi stimulant de découvrir des informations sur nos ancêtres. Mais par exemple, pour Evolène, elles sont conservées où? À la médiathèque? Aux archives de l'État du Valais, exactement. Donc physiquement, tu te déplaces sur place et puis on te donne accès Elles sont cataloguées par année ou par notaire? Par notaire. Par notaire. Elles sont par notaire, généralement c'est un registre que les notaires ont plus ou moins essayé de faire. Des fois j'ai des minutes aussi volantes, mais généralement c'est des registres avec une couverture en cuir. Généralement c'est des anciens parchemins qui sont réutilisés pour servir de couverture à ces codex dans la forme de nos livres modernes. Alors, il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est pas vraiment un hasard que j'ai choisi cette date. Nous avons choisi ensemble cette date pour cet entretien, dans la mesure où, si j'ai bien compté, c'est 100 jours, depuis 100 jours que tu es président de la commune d'Ayen. Alors, naturellement, il y a une question qui me vient à l'esprit aussi un peu par rapport à l'actualité et à la possibilité que Bardella soit le candidat du Front National à la présidence française. Je me rappelle que la semaine qui a précédé l'élection à Ayen, j'avais des concitoyens d'Ayen qui sont venus ici, et puis ils ont dit oui, il a l'air très bien ce jeune-là, mais quand même, c'est quand même un peu jeune, 26 ans, il faut quand même un peu de bouteille. Alors, j'ai pas envie de prendre ton histoire, mais franchement, indépendamment du parti, c'est pas une question de parti. Vraiment, là, c'est une question, j'ai envie de dire, de génération. Est-ce que c'est pas trop culotté pour un jeune de 30 ans de viser la présidence française et qu'il y a quand même un certain nombre d'expériences professionnelles, de vie et puis finalement de connaissances à travers les années qui fait que c'est un peu gonflé de vouloir devenir président de la France. Alors naturellement, je la traduis sur la commune d'Ayen, je ne sais pas si on peut faire une distinction, probablement, entre une petite corporation de droit public et puis un grand pays européen. Alors je te répondrai sous forme de boutade historique, mais Bonaparte a été général à 28 ans et empereur d'Europe dans sa trentaine, donc est-ce qu'on considère que c'est aussi des parcours exceptionnels ou non? Pourtant ça existe. Ça qui est important de dire, c'est que c'est rare, bien sûr, mais ça existe. Il y a eu d'autres cas et il y en aura forcément d'autres aussi. On sera toujours le jeune de quelqu'un d'autre. Est-ce que cet argument-là, ça a pu te retenir à un moment donné, te dire ouais, peut-être quand même, je vais pas me lancer dans la course à la présidence, je peux attendre peut-être encore un cycle, ou bien pas. Ou bien, tu t'es dit non, j'ai pas cette restriction. Donc là, je me situe naturellement en automne 2024. La politique, c'est qu'une question d'opportunité, il faut savoir les saisir. Et là, l'occasion s'est présentée. Et j'ai pas énormément hésité à la prendre. J'étais aussi confiant sur ce qui allait m'arriver. Après, voilà, 3 mois et demi de présidence, je sais aussi où je vais. J'ai pas eu des surprises ou des déconvenues, ou j'ai pas été largué par ma fonction. Il y a énormément de travail, ce qui était bien entendu attendu. Et puis il n'y a pas tous les jeunes qui se lancent en politique, hein. On peut dire ça, c'est peut-être un manque, etc. Il y en a certains, mais qu'est-ce qui t'a finalement poussé dans ce chaudron de politique finalement, d'être citoyen, mais citoyen engagé sur le plan communal? Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont fait de la politique, qui étaient engagés en politique, soit de manière passive, soit de manière plus active. Ma mère était conseillère générale et mon père était aussi membre du Parti Socialiste pendant de longues années. Et d'autre part, je viens aussi d'une famille qui est très impliquée dans la vie locale, donc c'est assez naturellement que depuis mon plus jeune âge, je
fais partie de sociétés, de comités d'associations, et donc Mhm. politique est venue assez naturellement. Pour moi, c'est un outil pour faire vivre la communauté, et je n'ai pas trop de soucis avec ça, disons que c'est assez naturel aussi. Et puis, comment le jeune politique, le jeune président, il répond à cet argument qui est souvent évoqué, et que j'ai évoqué avec d'autres hommes politiques qui sont venus ici, à savoir qu'il y a cette sorte de perte de confiance dans le politique, l'homme politique, la femme politique, au motif qu'en réalité, ils seraient conduits beaucoup plus par leur intérêt personnel que par l'intérêt de la cité. C'est une bonne question, et je pense qu'il n'y a pas de réponse à l'emporte-pièce à donner. C'est vraiment une réflexion qui est de plus grande ampleur à donner. Ce qui est triste et dramatique, c'est surtout le désintérêt des gens pour la chose publique. C'est-à-dire que les partis eux-mêmes ont de la peine à trouver des candidats. Donc plus que les intérêts personnels, c'est que finalement on n'arrive plus à intéresser les gens à la chose publique. Et comment tu... parce que en fait, je prends le cas. La précédente personne qui est venue ici sur ce divan, c'était Patrice Amélan, parti du centre. Mais de nouveau, je fais abstraction du parti. Et je me dis que on a là, disons, indubitablement une personne engagée, qui a les compétences, la formation, qui en fait, bon, c'est une femme, mais qui a travaillé à l'intérieur du Grand Conseil préalablement comme députée suppléante, etc., et qui est en quelque sorte rejetée, on va dire. Donc là, je me dis, mais nom d'une pipe, on a une femme compétente, on a une femme qui a travaillé, qui répond et qui a cette volonté et qui est ensuite écartée. Et d'un autre côté, on se dit, il y a ses intérêts privés, ses intérêts, etc. Comment ensuite pouvoir convaincre quelqu'un de jeune de se lancer dans ce chemin qui est déjà très très difficile? Est-ce que c'est pas... Et cet exemple-là, je le prends parce que voilà, il est récent, etc. Mais franchement, on pourrait prendre tous les partis, pratiquement tous les partis, et on pourrait prendre des exemples de ce type-là, et j'ai envie de dire probablement à toutes les fonctions. J'ai certains cas de magistrats qui n'ont pas pu le devenir pour des raisons d'affinité élective ou je ne sais pas quoi. Comment on fait pour améliorer finalement cette compétence? C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu ne parles finalement pas forcément de la politique, mais plutôt de la politique partisane ou des partis. Parce que le système met en avant... alors je ne sais pas, est-ce que ça serait une des raisons bien? Je pense que c'est une des raisons du désintérêt, c'est l'existence de partis politiques, mais j'ai pas de solution à mettre en avant pour que les partis prennent moins de place ou n'existent plus. C'est le moins pire système que l'on a, et je pense que beaucoup de conflits sont liés à l'existence des partis politiques. Là, tu as une fonction de président, donc tu viens du Parti Socialiste, tu as été élu par différentes formes. D'ailleurs, là j'ouvre une parenthèse, j'ai vu que tu avais été critiqué à un moment donné en disant, mais non d'une pipe, tu as aussi été élu avec les voix de l'UDC qui sont, on va dire, peut-être pas ta première affinité, on va dire, voilà comme ça. Et là, peut-être juste expliquer, je sais que tu l'as déjà expliqué dans la presse, mais en gros, on te dit, mais tu es complètement incohérent puisque tu reçois et tu vas chercher les voix d'un parti qui n'est peut-être pas celui avec lequel tu as le plus d'affinité. Effectivement, ce n'est pas le parti avec lequel j'ai le plus d'affinité, mais il faut aussi se rendre compte que la fonction d'un exécutif et la fonction présidentielle encore plus, n'est pas celle de faire des lois ou de mettre ses idées sur la table, c'est celle d'exécuter des lois et de diriger une collectivité publique. Donc finalement, mon rôle, c'est d'être président de tous les ayatollahs de la... Voilà. Alors justement, je voulais en venir à ça. Le président, c'est le président de tous, on voit dans tous les discours, même au niveau national. Est-ce que tu as été confronté durant ces 100 jours finalement à une décision où tu te dis, mais peut-être que si j'avais été dans une fonction différente au sein du parti, législative, etc., j'aurais été amené vraisemblablement à avoir
un positionnement différent par rapport à cette situation? Pour l'instant, pas encore. Je pense que ça va arriver un jour ou l'autre. C'est inévitable. Mais j'ai pas eu cette... Comment tu gères ça alors conceptuellement avant de parler du réel? Tu sais que tu as été élu pour représenter l'intérêt général et pas des intérêts particuliers. Donc ton propre intérêt ne doit pas prévaloir sur l'intérêt des autres. Et dans ces 100 jours, donc tu t'es pas préparé à cette fonction, enfin, je pense que personne ne l'est, on dit souvent l'homme après habité la fonction, etc. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ce qui a le plus surpris, je pense que c'est le changement de regard de certaines personnes. Ah d'accord. Que le titre participe aussi à créer quelque chose de presque mystique autour du président de commune. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Pour le reste, je me suis vraiment bien adapté, sans difficulté particulière. J'ai vraiment pris le gouvernail et le bateau qui va avec. Alors on dit, je ne sais pas si dans une fonction communale c'est vrai aussi, mais on dit oui, si on veut changer les choses, c'est dans les 100 premiers jours, etc. Et là, on a aux États-Unis quelqu'un qui nous dit voilà, qu'est-ce que je fais pendant ces 100 jours. Mais quel est, disons, un truc que tu as fait ou qui te dit ah, mais quand même, voilà, je peux insuffler quelque chose que. Si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être ça ne serait pas passé comme ça. C'est parce que je suis là que, voilà, il y a peut-être cette route qui a été prise collectivement ou non, où tu donnes un certain guidage. Oui, j'ai un exemple bien particulier. On avait quelques soucis administratifs avec la construction du nouveau télécabine qui se trouve à Anvers. Et j'ai vraiment mis beaucoup de détermination pour faire avancer le dossier, bouger les choses, aussi en collaboration avec le conseil, bien entendu. Je remercie particulièrement la vice-présidente qui s'est énormément engagée dans ce dossier-là. Et là, tu te dis, oui, moi, Mathieu Aymon, là, il y a quelque chose qui s'est passé que peut-être ça aurait été quelqu'un d'autre, ça ne serait pas passé la même chose, ou plus lentement. C'est ce registre-là, ou bien c'est déjà le contenu de la chose? Non, je pense que c'est effectivement lié à la personne, à sa sensibilité, plus qu'à ses idées politiques, mais plutôt à sa détermination et puis à son envie de s'engager sur certains dossiers qu'on qualifierait de chauds. Donc j'interprète ce passage comme quelque chose de positif par rapport à... Et alors, si en 100 jours, c'est comme dans la vie de chacun, et tout ne se passe pas fantastique, mais où tu te dis, ouais... j'ai commis peut-être une erreur, ou bien ou un truc négatif, disons, plutôt un truc négatif dans alors c'est pas vraiment, je dirais pas vraiment une erreur, mais voilà, on avait une opportunité pour un projet de développement. Je me suis beaucoup investi aussi dans l'étude de la faisabilité de ce dossier, puis finalement la personne qui était vendeur s'est récusée, puis a vendu le bien à une autre personne, et donc il y a une certaine forme de frustration de ne pas avoir réussi à amener quelque chose jusqu'à une conclusion positive. Quand on est jeune président, on voit quand même plusieurs législatures, possiblement, en tout cas au niveau des choix qu'on prend, mais c'est quoi le défi principal, ou les deux défis principaux de la commune d'Ayen avec ton approche dans ces 100 premiers jours en tant qu'exécutif? Je l'ai dit, j'ai été invité à l'Union des vignerons caveurs du Valais, à leur conférence annuelle qui se déroulait sur Ayen, et je leur ai dit j'ai la chance d'être président d'une commune qui, sur son territoire, concentre tous les grands défis que notre canton va avoir à faire au cours du siècle. Que ce soit l'eau, le retour des concessions avec le barrage du Raville, que ce soit la station d'Anvers avec le nécessaire développement des infrastructures pour un tourisme qui soit véritablement 4 saisons, et finalement des enjeux d'aménagement du territoire, l'augmentation de la population aussi importante, et des enjeux agricoles, notamment un morcellement du vignoble qui est l'un, si ce n'est le plus morcelé du canton. Alors Savièse a raté, entre guillemets, les gens n'ont pas accepté les propositions communales. Est-ce qu'on se dirige aussi vers une difficulté pour réunir des parcelles de manière
qu'elle soit plus facilement exploitable sur Ayen? C'est difficile à dire. Là, on a fait la première étape, c'est-à-dire de mandater une étude agro-environnementale de notre vignoble. C'est le premier jalon pour obtenir des subventions cantonales et fédérales. Et puis le deuxième palier, c'est cette question du remaniement parcellaire. Mais tu sens une volonté là quand même des gens de faire quelque chose de constructif? Les gens ont envie de sauver leur vignoble, en sachant qu'à Ayen, on est passé d'une vingtaine d'encaveurs vignerons professionnels il y a 20 ans à 3 ou 4 aujourd'hui. Donc c'est une réalité cette disparition, et donc finalement aussi la perte de valeur du vignoble, et j'espère que les habitantes et les habitants seront sensibles à cet argument. Et effectivement, l'expérience de Saviez nous oblige à nous intéresser, à trouver une manière peut-être différente d'envisager ce regroupement de parcelles. Beaucoup de communes en Valais ont été confrontées à la fusion, même ici à Sion avec Vézona. Est-ce qu'à vue humaine, Ayen serait concerné par ça, ou c'est complètement exclu? Non, je pense que c'est quasiment exclu. Par contre, on a énormément de collaborations intercommunales qui fonctionnent bien. Voilà, et puis on va continuer à les renforcer, mais je crois qu'il y a une volonté assez forte, à la fois de la population et des autorités, à garder l'autonomie. Donc on peut dire Grémisois, Arba, Ayen, Saviez, ça restera des communes indépendantes à vue humaine. Oui, je pense. Il y a aussi pas mal de collaborations, hein, par exemple avec les Haumes, etc. Comment tu as abordé ces aspects avec les présidents qui t'environnent là? Le contact s'est bien passé? Oui, j'ai une excellente relation avec eux, et c'est appelé à durer aussi, parce qu'on va essayer d'avoir de nouvelles collaborations intercommunales, et c'est vrai que je suis très content de l'entente que j'ai avec mes différents collègues présidents du poteau. Il y a une remarque qui vient très souvent de la part des gens des vallées par rapport aux gens de la plaine, c'est de dire que le regard que les gens de la plaine, de la ville de Sion, par exemple, peuvent avoir sur le Val d'Airain ou sur la rive droite, elle est complètement faussée par des contingences de ville, et puis que finalement il y a cette barrière entre la ville et la campagne, la ville et la montagne, etc. Comment toi tu vis ça en tant que président? Ou est-ce que tu as des exemples dans ces 100 jours qui t'ont fait apercevoir que c'était peut-être un des clivages valaisans assez marqués? Je pense qu'il faut peut-être relativiser l'importance ou la portée de ces clivages, puisque la grande mobilité des gens fait aussi en sorte que, à la fois, les gens qui habitent sur le coteau ou dans des vallées descendent en plaine, que ce soit pour le travail ou pour des démarches administratives, et de l'autre côté, la grande utilisation des gens de la ville, de la montagne comme lieu de loisirs, ou bien qu'ils ont des biens immobiliers, puisque voilà, un grand nombre de citadins sont finalement que des citoyens valaisans de montagne qui sont descendus en ville. Donc je ressens pas vraiment ce clivage, en tout cas pas d'une manière autant tranchée. Donc c'est une fausse appréhension que j'ai. Il me semble que justement quand je parle avec les Ayentos, moi qui ai toujours habité Sion, même si mon père était le président d'Ayen, je me dis que c'est quand même quelque chose où on dit mais vous ne comprenez pas les intérêts des gens de la montagne, vous ne comprenez pas l'importance pour nous d'un développement touristique différent de celui que vous pourriez avoir, notamment quant à la densification des zones urbaines, et en voulant écarter certains de nos alpages, des zones constructibles limitées, et c'est quelque chose qui fait que vous voulez en quelque sorte nous interdire de nous développer de la manière que vous-même avez utilisée. C'est probablement une réalité qui a existé, qui existe encore chez certaines personnes, mais il y a aussi, typiquement, on peut prendre mon exemple ou l'exemple de la majorité des jeunes d'Ayen, donc des gens qui sont partis aussi étudier, travailler, ouvrir ailleurs, mais qui finalement reviennent dans leur commune. Donc des gens qui sont à la fois marqués et attachés à leur territoire, mais qui ont aussi une ouverture d'esprit. Donc une vision peut-être moins clivante, notamment au niveau du
développement territorial que les anciens. J'ai vu, peut-être je me trompe, tu avais été impliqué dans le musée du BIS. Est-ce que c'est important d'avoir un tel musée? C'est extrêmement, extrêmement important. Je pensais bien que la réponse allait. Explique-nous pourquoi ça l'est. Alors c'est clair que j'ai une image biaisée, hein, vu que j'ai bien été sûr pendant 3 ans et demi collaborateur scientifique au musée valaisan des BIS. Mais c'est un lieu central, vraiment à la fois pour la vie villageoise, mais également pour notre canton. Les BIS, c'est une porte d'entrée exceptionnelle, que ce soit sur le patrimoine, sur une gestion coordonnée de l'eau, et puis ça met aussi en exergue les importants travaux, les efforts collectifs qui ont été entrepris dans notre canton pour accéder à un certain confort par l'amener d'eau d'irrigation. Et c'est un patrimoine vraiment exceptionnel, qui est rassembleur et qui ne divise pas peut-être à l'inverse d'autres choses. Le BIS n'est pas excluant, il inclut. L'histoire, est-ce qu'il y a un facteur d'inclusion des gens aujourd'hui? L'histoire. En fait, la question que j'ai envie de te poser, naturellement, ça sera une réponse biaisée puisque tu as choisi ces études, mais pourquoi l'histoire c'est tellement important dans ce transmission du savoir intergénérationnel? Ça te permet de comprendre et de savoir d'où tu viens, mais ça te fournit aussi des outils pour savoir d'où tu vas. Typiquement, on va rester sur l'exemple des BIS, mais les conflits en lien avec l'utilisation de l'eau, ils existent depuis des millénaires. Et on a toujours réussi à trouver des solutions à ces conflits. Donc oui, l'histoire nous enseigne qu'il y a eu des conflits, mais ces conflits ont appelé à des résolutions de conflits. Et c'est à nous maintenant, face au changement climatique, à nous préparer à l'existence de futurs conflits, mais également à leur résolution, à une certaine équité dans le partage de la ressource. Alors tu as dit que Aya était confronté aux questions qui se posent en Valais, en Suisse, dans le monde, notamment avec le Ravil. Alors, comment parce que c'est une question de long terme, hein, comment tu vois la résolution de ces cas-là? J'ai envie de dire de manière plus générale, parce que finalement, il y a aussi, je pense, une réticence des gens du canton pour se dire, mais il n'y a aucune raison, vraiment, d'un point de vue de répartition des ressources, des bénéfices et des fonds qui seront attachés à ce retour des barrages ou bien pas, de ne pas finalement cantonaliser tout ça. Parce que c'est une question qui va se poser un jour ou l'autre. Il y a des partisans de cette cantonalisation, puis il y en a des fervents opposants qui veulent en quelque sorte réunir ces ressources et permettre à des communes de les utiliser de la manière qui leur est propre. Pour moi, la question elle a été tranchée au moment du vote de la loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques en 2016 ou en 2017. Loi qui a été approuvée à l'unanimité, moins une abstention si je ne m'abuse. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté forte de mettre en avant de la politique cantonale par rapport à ce retour des concessions, et donc de garantir que 60% de la force hydraulique restera en main valaisanne, qu'elle soit le fait à 30% du canton par les FMV, et pour les autres 30% soit à disposition des communes concédantes, soit d'un GRD de type Euken ou autre. Mais pour moi, la question elle a été tranchée à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû réfléchir à cantonaliser ou à... D'accord, ok. Et les communes, elles sont intéressées. Et il y a quand même des critiques des citoyens, mais les citoyens, c'est aussi des gens des communes, pour dire, mais non d'une pipe, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à maîtriser davantage les coûts d'électricité? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est compliqué, hein, ce qui s'est passé il y a 2 ans en arrière, où effectivement, si je ne dis pas de bêtises, vraiment, ça avait les tarifs les plus hauts du canton en ayant, on va dire, l'outil de production sur leur territoire. Et là, justement, et c'est là la grande force de ce retour de concession, c'est qu'on va avoir en main ces outils de production d'électricité. Ça permettra de corriger justement ces écarts du marché. Et moi, je vois avec une grande crainte cette prérogative de l'Union européenne pour nous forcer à libéraliser intégralement le marché de l'électricité.
tu as dit tout à l'heure, donc la commune d'Ayen, en quoi la commune d'Ayen, elle peut expliquer au canton la voie à prendre? Moi j'ai envie de dire, tu as parlé tout à l'heure des 4 saisons, du tourisme, etc. Et puis, il me semble que nous sommes pas mal à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ce discours, c'est un discours, mais qui dans le réel ne marche pas? En quoi vraiment on peut se développer dans les 4 saisons touristiques? Et en quoi réellement, par exemple dans la commune d'Ayen, cette voie-là est utilisée, dans le réel, dans le concret? On a de la chance d'avoir un office de tourisme qui est, on va dire, intéressé à la question, et le but c'est d'améliorer l'offre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir que l'Autriche avait réussi à générer plus d'argent avec le tourisme d'été que d'hiver, donc c'est possible, mais ça nécessite des investissements importants. Alors par exemple, sur la commune d'Ayen. Alors là, typiquement, ce que je vais donner comme exemple, c'est que la place du village d'Anzer va être refaite. Il y a eu un accord sur la prise en charge, bien, j'ai pas suivi ça, oui, c'est fait ça? Il y a eu un accord avec une participation et un cautionnement de la commune. D'accord. C'est les propriétaires privés. Et l'avantage aussi, c'est que sur cette place, on va réhabiliter certaines choses, refaire une place de jeu pour les enfants, rendre vraiment une place de village accueillante. Et puis, du côté des remontées mécaniques, on a aussi la volonté de développer le VTT et le vélo de descente, en essayant d'offrir une palette assez large justement d'offres pour les vélos qui vont du débutant à la petite balade, à la descente, on va dire noire, pour les VTTistes expérimentés. J'avais un cousin qui était très impliqué dans le développement d'Anzer, Rafi Bétrizé, puis son rêve, peut-être, c'était la réunion. Alors là, je parle à un socialiste qui est proche des milieux écologiques, mais son rêve, il disait, mais non d'une pipe, on devrait pouvoir faire le lien avec Crans-Montana. Est-ce que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais compte tenu des évolutions écologiques, ou bien tu pourrais dire que ça a quand même un sens par rapport à ce qu'on voudrait faire du tourisme en vallée? C'est vrai que c'est une décision politique, mais ça pourrait avoir un sens. Cette liaison existe en tout cas sur les plans. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enjeu écologique il se trouve plutôt sur l'enneigement artificiel et l'extension de cet enneigement, plutôt que sur les remontées mécaniques qui ont un impact finalement assez limité sur l'environnement. Alors bien sûr, il y a un impact visuel. C'est quoi ta position là? C'est peut-être une question qui est difficile pour un président socialiste à Ayen. Par exemple, rien que sur la question de l'enneigement artificiel. Est-ce qu'on doit le limiter ou l'accroître? On doit mieux l'utiliser, je dirais, plutôt que l'accroître ou le diminuer. L'enjeu essentiel des canons, c'est surtout, on croit souvent que c'est l'eau, mais c'est pas vraiment l'utilisation d'eau qui est problématique, mais c'est plutôt les grandes ressources en énergie qui sont utilisées. Et on a la chance de vivre dans un pays où on n'a pas de pénurie, où on a peut-être failli en vivre, mais le jour où ce genre de cas pourrait arriver, il faudra bien choisir les usages. Et c'est sûr que on va dire l'enneigement artificiel. Voilà. Si on prend cet exemple typique, je pourrais imaginer Mathieu Aymon, en tant que par exemple député, dire qu'il faudrait peut-être limiter cette utilisation. Et puis le même Mathieu Aymon, la même personne, dans la fonction de président à Ayen, être dans l'incapacité de dire aujourd'hui oui, il faut limiter ça parce que par rapport à la problématique générale de l'utilisation de l'énergie, on a peut-être mieux à faire, même si nous, Suisses, on n'est pas encore contingentés. Non, je vois bien où tu veux. On est tous pris dans des contradictions, mais c'est pas celle qui est la plus forte pour moi. Alors c'est laquelle la plus forte? C'est laquelle la plus forte? Bonne question. Je peux pas te répondre comme ça. Au niveau, par exemple, la répartition. Peut-être l'aménagement du territoire où je serais bien plus conservatoire que certaines personnes. D'accord. Est-ce que la commune d'Ayen a résolu ces problèmes liés aux arrêts de 2012, etc., sur la résidence secondaire, répartition du terrain, des zones à construire,
ou c'est encore en cours d'évaluation? Toutes les communes valaisannes, la révision du PAZ, Voilà, du SCZ est en cours. On espère arriver au bout de cette législature. Mais on a de la chance aussi d'avoir une réserve de terrain suffisante pour ne pas dézoner. Donc il y aura des zones réservées. Donc Ayen est moins dans une situation de conflit que par exemple Arba ou Nanda. C'est pas un enjeu électoral. Non, c'est pas un enjeu électoral. Donc il n'y aura pas de perte significative pour les propriétaires. Non. Non, il y aura des zones qui seront réservées à plus long terme, à l'horizon 30 ans, mais les terrains vont pas perdre leur valeur, ils vont rester en zone à bâtir. Est-ce que c'est juste de dire que alors tous ceux qui t'ont précédé sur le territoire d'Ayen, finalement, il n'y a pas eu d'utilisation abusive du territoire sur commune d'Ayen? Je sais pas, je pense que l'appréhension du territoire a aussi évolué dans les mentalités. Moi, je suis plutôt une personne qui pense qu'il faudrait avoir des habitats collectifs ou resserrés et moins avoir des habitats, on va dire, extensifs sur de larges parties de terrain qui créent aussi des enjeux pour les municipalités. Je pense notamment au réseau de routes secondaires qu'il faut entretenir, qui sont aussi un coût énorme pour les communes. Et le fait qu'on a, peut-être sans le vouloir, encouragé beaucoup l'utilisation des véhicules privés et de la voiture au détriment de transport. Je crois savoir que dans la zone de départ du télécabine, il devait y avoir un gros projet para-hôtelier ou je sais pas également. Est-ce que ça a été abandonné ou c'est toujours en cours? C'est toujours en cours. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être résolu dans l'actuelle législature ou pas? Je souhaite que ce soit résolu. La commune encouragerait ce... Oui, typiquement, on a, pas uniquement en Anzère, mais la majorité des stations valaisannes, ce problème d'avoir fait de l'immobilier et non du tourisme dans les années 70 en créant des résidences secondaires, ces fameux lits froids. Et on a un déficit de lits chauds, et ce déficit structurel de lits chauds est, à mon avis, le plus grand enjeu pour notre tourisme, également 4 saisons, puisqu'on n'arrive pas à attirer des gens qui viennent pour des séjours de courte ou de moyenne durée. Et on a effectivement soit un public excursionniste qui viennent à la journée, c'est le grand succès du Magic Pass. Pour nous, c'est une chance, mais c'est aussi un défi en termes de mobilité. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a ces propriétaires qui viennent quelques week-ends par an. Et voilà, ça limite. On est très content, je m'entends bien avec eux aussi, mais on s'est trop axé sur les résidences secondaires. Et maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à un équilibre. Et le service hôtelier, qui est souvent une carence, même en plaine, comment il se portera dans les prochaines années, selon ta vision présidentielle? Écoute, je suis assez positif au vu des expériences justement de Suispeak, qui est le groupe qui doit s'installer, où ils ont pu s'installer, que ce soit à Zinal, Vercorin, Meringen, c'est des grands succès. Les gens viennent, ils font plus de 60 000 unités par année, et ce concept d'être vraiment à côté des pistes renforce aussi l'attractivité. Je pense que la grande chance d'Anzère, c'est d'avoir une station précurseuse en créant une place centrale sans véhicule, en pouvant tout faire à pied. On a cette chance. C'est assez marrant que tu dises ça, parce que c'est une des critiques qu'on fait en Anzère, c'est cette place centrale, alors que moi je pense exactement le contraire. Il y a des gens qui se disent mais comment on a pu imaginer des trucs comme ça dans les années 70, alors que personnellement je trouve que c'est plutôt une réussite. Mais bon, je suis peut-être intéressé à dire ça, j'en sais trop rien. Et puis alors maintenant, si tu te projettes sur un certain nombre d'années, disons, en tout cas de législature, on va dire ça comme ça, ça serait quoi ton objectif un peu, disons, personnel, en disant voilà, j'aurais apporté quelque chose Est-ce que tu te poses cette question ou tu es plutôt dans le jour à jour de la gestion? Alors c'est clair qu'actuellement je suis dans le jour à jour de la gestion courante des affaires communales. Moi ce qui m'intéresse le plus, et je l'ai dit aussi pendant ma campagne, c'est pas vraiment les grands projets, c'est d'assurer une continuité et surtout une cohésion sociale au sein de la commune. Et renforcer cette cohésion sociale, cette vie, on a la chance à Ayen d'avoir une vie associative qui est très riche. Et si on pouvait continuer à la renforcer, puis attirer aussi de nouveaux acteurs, les nouveaux habitants, pour moi ce serait une grande réussite. Ayen, c'était une commune aussi
où les parties claniques, de famille, etc. étaient très très marquées. Est-ce qu'on peut dire que ça a un peu évolué, cette question, ou ça sera toujours très ancré? Si tu m'avais posé la question il y a 4 ans, je t'aurais dit que les clans avaient pas disparu, mais en tout cas, c'était la tension avait baissé. Mais j'ai l'impression que les clans ont plutôt tendance à revenir. Mais d'un autre côté. Mais est-ce que c'est à ta vie qu'est-ce qu'on ne peut pas changer ça d'une certaine manière en disant mais on peut travailler avec telle personne, c'est plutôt un problème relationnel que. Exactement, mais je pense que ça va changer, mais il y a certaines personnes qui restent on va dire ancrées sur ces vieux schémas, mais ça change. Et toi, historien, tu vois ça comment? Pourquoi ça existe ça? C'est quelque chose qui me fascine parce que finalement, oui, il y a quelque chose de fascinant dans le fait de se dire ah mais toi tu es comment ça se fait que pourquoi on réagit comme ça? C'est difficile à l'expliquer quand toi-même tu fais finalement partie, c'est compliqué d'être ton propre objet d'étude historique, donc je ne saurais pas te dire d'où ça vient et comment ça survit finalement. Je dirais que ça, c'est typiquement un grand avantage de ma jeunesse, c'est le fait d'avoir peu de préjugés sur ces clans et donc d'être assez libéré finalement de ces stéréotypes. Donc, s'il y a un petit marché public de peinture ou je ne sais pas quoi, tu ne vas pas te poser la question en disant ah, mais cette famille-là, elle a voté pour moi, je vais leur octroyer ce terrain de jeu économique. Plutôt qu'à celle-là qui, je sais, a soutenu mon adversaire. Non, ce sera des critères objectifs, typiquement. Et puis on va toujours favoriser aussi des entreprises de la région. Et puis ce qu'il faut aussi, comment dire, pas minimiser, mais en tout cas tempérer, c'est que je suis minoritaire au conseil. Et ça, pour moi, c'est à la fois un défi et une force. C'est que finalement, les décisions qui sont prises sont celles de la collégialité. Et non d'une majorité qui l'impose. Alors je suis très heureux d'avoir reçu un jeune président. On a parlé de plusieurs trucs et alors donc merci pour ce moment Mathieu. Encore merci de l'invitation. C'était avec plaisir. Merci Stéphane. T'es content?